Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, c'est l'heure de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue, analyse et décrypte l'actualité d'ici et d'ailleurs. Au fur et à mesure que les jours avancent, les esprits des Ivoiriens sont désormais fixés sur l'élection majeure en Côte d'Ivoire, l'élection du président de la République prévue selon le dispositif constitutionnel pour octobre 2025, c'est-à-dire dans un peu moins de 12 mois maintenant, en attendant le processus électoral précédant l'échéance est enclenchée, avec notamment la révision en cours du fichier électoral en Côte d'Ivoire. Dans ce contexte, l'opposition réclame une profonde réforme du processus électoral en vigueur, qu'ils estiment être une source majeure de conflits, parlant des opposants, quand d'autres formations militent pour la réinscription de leurs leaders sur la liste électorale et plus d'équilibre politique au sein de la commission électorale indépendante. Sur la base de tous ces éléments, que pensent nos analystes de tous ces indicateurs? À quoi les Ivoiriens peuvent-ils s'attendre pour cette année électorale? Vous entendrez l'avis de nos invités et vous pourrez donner vos avis en nous appelant pour participer à cette émission. L'actualité décryptée ce soir, c'est aussi la dissolution des associations syndicales d'élèves et d'étudiants qui n'auront plus leur place dans les établissements scolaires et universitaires de Côte d'Ivoire. Le décret de dissolution de ces organisations a été adopté mercredi à la suite du Conseil des ministres. Passé la dissolution officielle, quelle sera l'étape d'après? Décryptage à suivre évidemment dans la deuxième partie de cette émission. Et en toute fin, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité africaine dans le 360 Express Afrique qui nous conduira en Guinée, au Sénégal et au Maroc. Voilà pour les grandes articulations de cette émission. Pour en parler ce soir, je reçois pour vous, chez vous, Dr Eddy Guipier. Il est politiste, enseignant-chercheur à l'université Péléforo-Gon Coulibaly de Korogo. Bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir Ali. Comment vous allez? Je vais très bien. Très heureux de vous retrouver, ça fait un moment. Ainsi que Tout moi. va bien? Tout va bien. Parfait, merci d'être là, merci beaucoup. Aristide Nkenda, communicant, journaliste, éditorialiste, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Vous également, ça fait un moment? J'étais à Kuala Lumpur. Ah, d'accord, très bien. Vous nous direz pourquoi, un peu plus tard, peut-être au cœur de cette émission. En tout cas, merci d'être là. Merci Ali. Merci beaucoup. Docteur Ousmane Cherif, vous êtes président du REMENSI, secrétaire national chargé des relations extérieures, de la jeunesse du PDCI, jeunesse urbaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Comment vous allez? Je vais très bien. Ça faisait un moment aussi qu'on ne vous avait pas vu. Tout va bien? J'étais en Parfait. voyage, Merci d'être là avec nous ce soir. Yacouba Doumbia, vous êtes journaliste au quotidien L'Avenir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Comment merci. ça va Yacouba? Oui, ça va. Merci beaucoup, merci d'être là. Augustin Couillot, journaliste éditorialiste, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'être là, Augustin. Merci. Comment ça va cette semaine? Ça va. Très bien. Ça va. Parfait, merci d'être là. En tout cas, professeur Arthur Banga, historien spécialiste en sécurité et défense, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, analyse politique. Bonsoir et bienvenue, professeur. Salut Ali. Comment vous allez? Comme un charme. Très bien, parfait, très bien. Alors, je vous l'annonçais, l'échéance approche et tous les Ivoiriens pensent à la prochaine présidentielle d'octobre 2025. Dans les états-majors politiques, on affûte les stratégies. Le processus électoral précédent l'échéance est enclenché, avec notamment la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Du côté de l'opposition, on réclame une profonde réforme du processus en vigueur, jugé être une source majeure de conflit, quand d'autres formations militent pour la réinscription de leurs leaders sur la liste et plus d'équilibre politique au sein de la CEI. On fait le point avec Pierre Dipomélin et sur la base de tous ces éléments, on entendra l'analyse de nos invités. 2025, année électorale en Côte d'Ivoire. À 11 mois de l'échéance, la Commission électorale indépendante met à jour sa base de données à travers la révision de la liste électorale. L'opération a démarré le 19 octobre dernier et prendra fin le 10 novembre. Ensuite, s'ouvrira une phase de contentieux. Les partis de l'opposition, dès l'entame du processus, en réclamaient une prolongation, estimant insuffisant le temps imparti pour cette importante opération, aussi bien pour la CEI que pour les partis politiques. C'est la seule opération de révision de la liste électorale qui n'est pas boudée par une partie de la classe politique, même si les partis politiques appellent à un audit de toute la base de données des électeurs qui serait infestée de personnes indûment inscrites sur le fichier électoral. Une suspicion devenue une constante à chaque année électorale. Est-ce le nuage noir qui prépare l'orage? Une question que bien d'observateurs se posent. Autre note d'inquiétude, le candidat déclaré du PPACI, l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, qui ne figure pas sur la liste électorale. Ses partisans réclament à corps et à cri son intégration sur le fichier électoral et comptent se battre
contre ce qu'il qualifie d'injustice. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, messieurs, mettons tout de suite les pieds dans le plat. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y en a qui craignent pour 2025, il y en a qui se disent non, tout va bien se passer. Augustin Couillot, vous êtes de quel camp, vous? Je suis de ceux qui sont sceptiques. Pourquoi? Parce qu'on assiste quand même à un dialogue de sourds entre l'opposition et le parti au pouvoir. Un dialogue de sourds, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la liste électorale. L'opposition réclame un audit de la liste électorale parce que l'opposition estime que cette liste, la liste électorale qu'on a connue jusqu'à présent n'est pas fiable. Et deuxièmement, il y a la question cruciale de l'inscription sur la liste électorale de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, qui sont venus de La Haye, auréolés de leur victoire devant la Cour pénale internationale. Leurs partisans auraient souhaité qu'ils mettent ça à profit pour aller aux élections. Maintenant, ils ne sont pas sur la liste. Et bon, ça pose un problème et ça obscurcit l'avenir, toutes ces questions-là, parce qu'on a le sentiment que le parti au pouvoir ne veut pas du tout entendre parler de toutes ces questions. Très bien. Aristide Nkenda, vous êtes sceptique aussi, comme Augustin Couillot, ou pas du tout? Pas du tout. Très optimiste, très optimiste. Mais parce que justement, les signaux nous montrent que tout se construit. Vous avez vu tout le déploiement qui a été fait par la Commission électorale indépendante pour donc sensibiliser les gens à la révision de la liste électorale, communiquer pour donc expliquer aux gens le bien fondé de ce processus. Vous allez me permettre, Ali, de revenir un peu sur ce que dit mon aîné Augustin Couillot. Augustin Couillot, toute votre carrière, vous avez donc travaillé à construire, à demander l'arrivée d'un État démocratique. Et vous savez bien que dans un État démocratique, c'est la séparation des pouvoirs. Et il y a donc le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et les décisions judiciaires ne doivent pas faire l'interférence des autres pouvoirs. Donc quand vous demandez à corps et à cri au pouvoir d'intervenir pour la réinsertion de ceux qui ne sont pas sur la liste alors qu'ils sont frappés d'une décision judiciaire, je me demande, toute votre carrière, vous remettez en cause tout ce que vous avez fait durant toute votre carrière. Donc les signaux sont au vert, c'est-à-dire que c'est un pays qui avance, c'est un pays qui se construit, c'est un modèle d'exemplarité dans le monde. Le monde nous envie ce modèle. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes sceptique, M. Augustin Couillot. Bon, d'accord. Alors, on va permettre à Augustin Couillot de réagir un peu plus tard. Le temps pour nous de permettre à tous les autres invités de donner leur point de vue à cette première question posée. Docteur Ousmane Chérif, vous faites partie des sceptiques ou des optimistes? Non, nous pensons que le paysage politique est en train de se modifier en Côte d'Ivoire. Les élections de 2025 sont en train de ressembler aux élections de 2010 et en même temps aux élections, j'allais dire aux élections de 2010 en un point. En un point, c'est que en 2010, si vous avez bien constaté, on a eu 80% de taux de participation parce que les Ivoiriens avaient certainement voulu un changement. Il y a eu une mobilisation populaire qui a fait que, effectivement, sur ceux qui sont présents sur la liste électorale sont allés voter et on a eu un grand taux de participation. Et c'est pratiquement la même chose qui est en train de se peaufiner en 2025. En 2025, on a deux Côtes d'Ivoire qui se font face. On a une Côte d'Ivoire qui est la Côte d'Ivoire des riches, la Côte d'Ivoire des personnes qui sont privilégiées. Et il y a la Côte d'Ivoire d'un autre côté, la Côte d'Ivoire des personnes qui sont pauvres, des personnes qui sont martyrisées, des personnes qui sont défavorisées. Et lorsque ces deux Côtes d'Ivoire-là se font face, on a une réaction de la population qui peut être de deux types. Soit c'est le découragement. On a rencontré des gens lorsqu'on faisait notre tentative d'avoir beaucoup de personnes sur le recensement de la liste électorale. On a croisé des gens, par exemple, qui vous disent à quoi ça va servir d'aller voter. Donc déjà, la population elle-même, elle a un certain sentiment de non-confiance déjà en l'appareil électoral. Mais il y a beaucoup de personnes que nous avons rencontrées. Vous avez vu aujourd'hui le président Thiam qui était à Yopougon, à l'école Rodin. Il est passé dans plusieurs endroits. Et ça nous montre aussi qu'effectivement, il y a une partie de la population qui est mobilisée. Et de façon, j'allais dire majoritaire, ce sont les personnes qui sont défavorisées. Parce que ce gouvernement, nous le savons tous en Côte d'Ivoire, c'est écrit dans tous les rapports internationaux, que ce gouvernement, après 15 ans, a favorisé les plus riches et a défavorisé encore plus les plus pauvres, comme le dit le rapport de Moody's et tous les autres rapports qui concernent la Côte d'Ivoire. Donc nous pensons qu'effectivement, en 2025, nous aurons une élection où les gens vont se mobiliser pour que ce pouvoir-là ne continue pas
Et nous sommes pratiquement sûrs que le taux de participation qui va avoisiner le taux que nous avons eu en 2010. Donc finalement, vous êtes optimiste d'une certaine façon? Nous sommes optimistes, d'autant plus que notre parti prône la paix, prône la non-violence. Si vous avez bien constaté, le président Thiam, depuis son arrivée, il est très optimiste et tout ce qu'il a touché comme revendication a abouti. Vous avez vu par exemple, lorsqu'il est allé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et lorsqu'il a constaté qu'il y avait effectivement des extraits de naissance qui étaient demandés à certaines personnes, juste après son intervention, il y a eu de la bousculade et effectivement, les choses se sont résolues. Il y a eu un communiqué de la CEI juste après. Et donc, c'est dit que nous sommes optimistes. Nous pensons que tel que le recensement a débuté, c'est vrai que c'est un peu timide par rapport aux 4 millions de personnes que nous attendions, mais nous sommes pratiquement sûrs que ceux qui sont déjà sur la liste électorale et ceux qui vont se mobiliser sont pour le fait qu'il ne faut plus que ce pouvoir continue après 2025. Yacouba Doumbia, vous êtes du côté des optimistes? Oui, je suis très optimiste au regard de l'enclenchement du processus électoral. Le processus électoral est enclenché. Les Ivoiriens se mobilisent, plus ou moins timidement. Mais je vais réagir rapidement à ce que Dr Ousmane Chérif a dit. Lui-même, il se contredit dans son discours. Comment? Ouais, quand il dit qu'il y a la Côte d'Ivoire des riches et la Côte d'Ivoire des pauvres, les indicateurs sont clairs. Hein. Aujourd'hui, on est à 37% de pauvres ici en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est clair. Pas... Et ça fait combien de population? Docteur, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Après, si vous avez des relances à faire, vous pouvez les faire, ne vous inquiétez pas. Allez-y, poursuivez. Ça, ce sont les indicateurs, ce sont des indicateurs internationaux, c'est connu de tous. Donc, il n'y a pas une Côte d'Ivoire de pauvres, il n'y a pas une Côte d'Ivoire de riches. Au contraire, la pauvreté a reculé. Ça fait un. Et puis de deux, Dr Ousmane Chérif a dit que quand il se promène, les gens disent que bon, tantôt ils vont se mobiliser, tantôt... Non. Quand vous regardez très bien l'évolution de l'inscription sur la liste électorale, moi j'ai tous les chiffres et j'ai fait une analyse qui est simple. En 2016, au recensement, on a eu autour de 277 000 électeurs enregistrés en 2016. En 2018, on était autour de 907 000 électeurs. En 2020... À la faveur des révisions. À la faveur des révisions. En 2020, on est redescendu à 577 000. Et au moment où je vous parle, après le lancement du recensement électoral, nous sommes autour de 480 000. Donc quand on fait des extrapolations, on pourrait se retrouver autour d'1 million, 1,1 million maximum. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que la moyenne est respectée. C'est des chiffres statistiques. Pour dire que les 4 500 000 qu'on attend, malheureusement, on ne les aura pas. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez des discours alambiqués. Donc l'opposition, notamment le PPACI, qui dit que si Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste, il n'y aura pas d'élection, mais qui appelle du bout des lèvres ses militaires à aller se faire enrôler, et ce qui n'est pas dans leur bastion, malheureusement, il n'y a pas de mobilisation. Et puis de l'autre, Thiam, qui a été présenté comme quelqu'un, le Messie, qui part mobiliser au-delà de ce que nous tous, nous pouvons imaginer, malheureusement, 10 jours après, on est autour de 480 000, c'est-à-dire soit le 1/10 de ce qui est là. Ça veut simplement dire que M. Thiam ne mobilise pas. M. Thiam ne mobilise pas. Ça fait un. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, ça se voit. Mais les 480 000 que vous évoquez, si vous voulez dans ce sens, ça veut dire aussi peut-être que les autres candidats ne mobilisent pas. Oui. Pas forcément M. Tidiane Thiam. Oui, tout à fait. En fait, ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'argumentaire de M. Dr Chérif, en parlant de grands taux de participation, mais cela aurait pu se sentir. C'est-à-dire que cette volonté de changement qui avait été énoncée en 2010 par la mobilisation des Ivoiriens sur la liste électorale, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est quasiment une sorte de ligne linéaire. Donc, pour vous, le postulat, sinon la comparaison en 2010 et 2025 ne tient pas? Ça ne tient pas, absolument pas. D'accord, très bien. Docteur Eddy Guipier, oui. Comment vous réagissez, vous? Vous faites partie des optimistes, des pessimistes? Bon, je ne suis pas très optimiste, on va le dire. Hein. Quelque part, je pense que les Ivoiriens vont peut-être dans quelques mois rentrer dans l'ensemble des comportements qu'ils observent à la veille des joutes électorales, entre doute, résignation, désaffection pour les élections et d'autres comportements, c'est-à-dire à accumuler des provisions, être sensible ou sujet à une propagation des fausses rumeurs, fake news, etc. etc. Je pense que ces élections-là sont intéressantes. La gageure, justement, pour ce qui concerne ces élections-là, ce serait quand même que tout, ou du moins l'ensemble des grands leaders puissent se présenter. Je pense qu'on avait eu cette exception
malheureusement, en 2010, qui s'est terminé dans les conditions qu'on sait. Mais je pense que la force des grandes nations, c'est justement de pouvoir faire la part des choses, ou du moins de pouvoir solder ce passif historique-là en présentant ces élections-là sous de bon augure, ce qui n'est pas forcément le cas. Effectivement, si on doit revenir, par exemple, sur la liste électorale, 400 000 personnes, c'est quand même timide. Ça fait 10% des personnes attendues. Et de quelle liste électorale on parle? Puisqu'effectivement, la question de l'audit revient. À chaque fois, nous avons quand même des choses qui devraient attirer l'attention de l'instance fêtière qui organise les élections avec beaucoup plus de courage, de sérieux, d'abnégation. C'est-à-dire, nous avons plus de 7000 personnes qui ont la même mère. C'est quand même superfétatoire. Cette personne aurait fait plus de 400 enfants en une seule année. En 1982, effectivement, ce sont des chiffres. Vous avez des records Guinness aussi, vous avez des personnes qui s'appellent nom de famille, vous avez des personnes dont, comment dirais-je, qui sont affublées des personnes, je veux dire des hommes, qui sont affublés de noms d'épouses. Il y a beaucoup de scories, il y a beaucoup d'incohérences, il y a beaucoup d'incongruités qui, en tout cas en l'espace de 11 mois, peuvent être revisités par la CEI, avec un budget de plus de 34 milliards. Je pense que la CEI est apte, n'est-ce pas, à ausculter, à auditer profondément cette liste électorale. Et puis effectivement, j'y reviens souvent à la question de la désaffection, qu'on appelle aussi également en sciences politiques, la question de l'évitement même du politique. Quand vous posez la question aux jeunes, effectivement, ça ne les intéresse pas. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça ne les intéresse pas? Effectivement, d'aucuns ont l'impression que les dés sont déjà pipés, que telle tendance va l'emporter facilement sur l'autre, etc. D'aucuns aussi voient les élections comme source de violence, en ont peur, donc ils n'ont pas envie de s'en mêler. Vous imaginez, nous autres qui sommes familiers des jeunes parce que nous sommes à l'université, vous ne voyez pas réellement d'engouement pour ces derniers-là. Vis-à-vis de ce processus électoral. L'année dernière même, on avait, grâce à un collègue, on avait appelé certains à aller s'engager parce que aller se faire enregistrer, aller se faire recenser, donc être sur la liste électorale, c'est déjà avoir le choix même de ne pas voter. Absolument. Voilà, parce que ne pas être sur la liste électorale, c'est ne même pas avoir d'identité citoyenne quelque part. Mais avoir cette possibilité de s'inscrire sur la liste électorale, c'est la possibilité de se dire, bon, ce jour arrive, je n'y vais pas. Et puis, effectivement, encore une fois, pour sortir, la question de, comment dirais-je, de l'ensemble des candidats, des grands candidats en particulier qui doivent se présenter. Effectivement, l'ancien président Laurent Gbagbo a déjà annoncé les couleurs pour sa candidature. On entend un peu des murmures concernant une convention du PDCI qui se prépare, même si on a quelques sons, enfin pas forcément discordants, mais quelques bisbilles. Et puis le chef de l'État actuel, dont l'hypothèse même de la candidature ne suscite plus d'acrimonie. Voilà. Ne suscite plus l'acrimonie. En 2020, vous avez vu que ça avait cristallisé. Le chef d'État avait convoqué, bon gré mal gré, des questions de force majeure qui n'étaient pas forcément réunies, mais dans tous les cas qu'il avait évoquées. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'hypothèse de sa candidature ne se pose pas. En attendant, on va dire quelque part, c'est le grand silence de sa part, mais c'est une constante en même temps des présidents en poste d'annoncer la candidature en dernier. Donc, pour moi, on peut mieux faire. Et même, je plaide, excusez-moi d'être un peu long, je plaide même pour un test électoral. Qui dirait quoi? C'est-à-dire que, qu'un mois, par exemple, avant les élections, on pourrait, au lieu du jour J, des élections, de constater que les tablettes ne marchent pas, qu'il y a des problèmes de réseau, qu'il y a des problèmes d'encre, etc., on pourrait organiser, sur un échantillon largement représentatif dans quelques localités clés, un test électoral de vote pour voir comment les choses marchent pour éviter les bévues et l'acrimonie avec peut-être un contentieux électoral, puisque nous avons 3 périodes. Nous avons la période préélectorale, que nous n'avons pas encore abordée, c'est clair. Nous avons la période électorale stricto sensu, et nous avons la période post-électorale qui, en Côte d'Ivoire, on le sait, est source de crise, de conflits et de tensions. Très bien. On a noté en tout cas vos propositions et votre développement. Professeur Banga, c'est à vous. Non, moi je fais partie des optimistes, même si j'ai quelques raisons d'être mesuré, mais je ne fais pas des optimistes. Parce qu'en réalité, il y a deux Côtes d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire réelle et la Côte d'Ivoire abstraite. La Côte d'Ivoire réelle, c'est celle qui remarque qu'aujourd'hui, comme le président du PDCI en roulant, on peut quitter Abidjan jusqu'à Mandjoukoui sans problème. Parce que la route est bonne, parce que les gens sont tranquilles. La Côte d'Ivoire réelle a remarqué que quand le président Thiam a fait un meeting, il y avait mis 4 bâches. Et la Côte d'Ivoire abstraite, qui pense qu'il mobilise. Et la Côte d'Ivoire abstraite, qui pense que rien n'est fait dans ce pays. Et en fait, c'est les deux Côtes d'Ivoire qui sont passées. La Côte d'Ivoire abstraite, elle prend ses rêves pour la réalité.
Elle a pris le rêve de 8 millions d'électeurs, elle a repris ce rêve à 4 millions d'électeurs. Mais la Côte d'Ivoire réelle, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a une sociologie différente du Ghana, qui a été comparé par le président du groupe parlementaire PDC, qui ne sait pas qu'au Ghana, il y a 1,5% d'étrangers. Et qu'en Côte d'Ivoire, il y en a 22% officiellement. Donc, il fait des analogies. Je ne sais pas comment ils font dans ce parti-là depuis un certain moment, mais ils font des analogies qui n'ont aucun sens. Voilà, c'est ça la Côte d'Ivoire réelle et la Côte d'Ivoire abstraite. Donc, dans la Côte d'Ivoire abstraite, ils pensent que rien n'est fait pour la pauvreté. La Côte d'Ivoire réelle s'appuie sur des chiffres. Ces chiffres sont très clairs, tous les indicateurs. On est passé de 53% de pauvreté à 37% de pauvreté. Ça, c'est la Côte d'Ivoire réelle. Maintenant, la Côte d'Ivoire abstraite, ils peuvent toujours rêver. Donc, on les laisse rêver. Parce que dans leurs rêves, ils pensent qu'ils allaient avoir 12 millions d'électeurs sur leur première communication. Ensuite, ils sont passés à 8 millions d'électeurs au PDC sur leur communication. Puis, ils sont venus à 4 millions parce qu'ils sont dans l'abstrait. Donc, ils peuvent tout laisser dans l'abstrait, rêver entre eux, danser entre eux, il n'y a pas de problème. Quand on se réveille de l'abstrait, il y a le réel. Le réel, c'est que je l'ai dit la dernière fois. On ne peut pas avoir 4 millions d'électeurs, de nouveaux inscrits. Pourquoi? De 2010 jusqu'à aujourd'hui, on a eu 2,5 millions. Pourquoi aujourd'hui on va à 4 millions? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Vous vous levez le matin parce que vous... En fait, le problème, c'est quoi? Je vais l'expliquer. Ils sont convaincus que la liste électorale actuelle, elle est faite pour le vote. Ce qui n'est pas faux. Parce que toutes les élections que ont faites depuis 2010, le RDR, devenu RAGP, les a gagnées. Donc, s'il n'y a pas modification profonde de cette liste électorale, par un nombre massif, effectivement, ça crée un problème pour l'opposition, ce qui est normal. Mais ils pensaient qu'ils mobilisaient. Et ils se sont rendus compte sur le terrain, le président court de gauche à droite, il fait 10 000 villes en un temps, et ça ne passe pas. Mais quand toi-même tu cours tous les jours et puis personne ne s'inscrit, il faut comprendre que tu as un problème. Il a couru partout, mon Dieu, on peut aller là-bas, il n'y a pas d'inscrits. Parce que c'est la réalité. La réalité le rattrape. Quand on fait 30 ans, 20 combien d'années sans venir dans un pays, c'est normal qu'un bout de monde, la réalité rattrape. On va pas en faire aussi une attaque en partie. Non, mais c'est eux qui ont commencé à attaquer. Nous, on était venus, moi, j'étais venu pour une Oui, bien sûr, bon, allez-y, poursuivez le développement, s'il vous plaît. Donc, quand on attaque, il faut riposter. À chaque fois qu'il y aura une attaque, il y aura une riposte. Très bien. Est-ce que vous avez terminé? Vous êtes RHDP? C'est pas ton problème. Ah, merci. Non, s'il vous plaît. Augustin, je vous donne la parole. Docteur Chérif, Docteur Chérif, je vous donne la parole tout à l'heure. C'est ma vie. Professeur Banga, terminé. C'est mon problème. Professeur Banga. On est sur un plateau de Docteur télé. Chérif. Professeur Banga. Vous avez terminé? Est-ce que vous avez terminé? C'est passé, c'est terminé, professeur Banga. Professeur Banga, est-ce qu'on peut se calmer? Donc, je suis très calme. Terminé. Je vais lui dire qu'il n'a pas demandé mon parti parce que pas lui qui paie mes impôts. Bon, ça, on a compris. C'est une parenthèse qu'on a vite fermée. C'est très clair. Allez-y, poursuivez. Ensuite, je reviens maintenant sur pourquoi je suis optimiste dans cette réalité. Je suis optimiste parce que les Ivoiriens sont fatigués. Je pense que les Ivoiriens sont fatigués des conflits, des guerres, de tout ça. Et que les Ivoiriens ceux qui veulent voter, vont aller voter. Parce qu'il y a une opportunité. Il y a une opportunité aujourd'hui de s'exprimer, de dire l'Ivoirien, il est d'accord ou pas. Il aura le choix entre valider, je suis d'accord, tout ce que le RAGP a fait jusqu'en 2010 aujourd'hui, ou le rejeter. Le résultat de l'élection sera clair là-dessus. Est-ce que le projet que chaque parti politique va... Je pense que les Ivoiriens vont aller vers ça. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire, c'est sur la liste, la question, on entend beaucoup de l'audit. Moi, je l'ai déjà dit, oui, si un audit peut rassurer tout le monde, peut rassurer tous les Ivoiriens. Moi, je n'ai pas de problème avec l'audit, mais je dis qu'actuellement, il y a des instruments d'audit. Et d'ailleurs, le premier instrument d'audit, c'est la loi. Le PDC, le PPACI ont des groupes parlementaires. Ils n'ont jamais fait de proposition de loi parce que la CEI fonctionne sur une loi. Donc, si on doit modifier la loi... Non, il y a une loi il y a un code électoral. Oui, c'est une ordonnance. Voilà. Non, c'est un code électoral, c'est une loi. Attendez qu'il termine. C'est une ordonnance. Donc, même si c'est une ordonnance, rien ne t'empêche de prendre une initiative de loi quand tu as un groupe parlementaire. Donc, ils ont la bataille parlementaire qu'ils ne font pas, alors qu'ils ont deux groupes parlementaires qui peuvent s'unifier et mettre pression pour qu'on revienne sur une nouvelle loi électorale. Moi, je pense que dans un pays, c'est ça aussi. C'est qu'est-ce qu'on me donne comme recours? Et justement, je viens au recours. J'entends il y a 7000 noms d'une même femme, etc., etc. Bon, les gens aiment bien dire, je ne sais pas. Mais il y a la période du contentieux. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller saisir, au nom de l'article 12, au nom du contentieux, tout ce qui est fait pour épurer la liste? C'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui cherchent des problèmes plutôt que des solutions. Quand on cherche des solutions, on saisit toutes les opportunités. Il y a des opportunités que donne la loi, déjà par l'article 12, par la période de contentieux. Il y a des opportunités que l'opposition peut initier par le biais de ces groupes parlementaires, y compris pour la loi d'amnistie. Parce que pourquoi Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont pas sur la liste? Parce qu'il n'y a pas de loi d'amnistie. Qui peut provoquer une loi d'amnistie? C'est les groupes parlementaires de l'opposition, mais ils font de la paresse.
Au lieu de se mettre à travailler, à proposer au Parlement, aux Ivoiriens, une loi d'amnistie, ils passent tout le temps à dire des choses là où ils n'ont pas d'influence. Entre le lieu où j'ai de l'influence, ce qui dépend de moi, parce que quand on demande au président de la République, comme Aristide l'a indiqué, de s'immiscer dans un processus judiciaire, moi, pour la paix, ça ne me gêne pas. Mais effectivement, Aristide n'a pas tort sur le principe qu'on est en train de demander à l'exécutif de s'immiscer dans le judiciaire, alors qu'on a le pouvoir législatif d'assumer notre proposition de loi d'amnistie. Donc, il faut que les députés de l'opposition arrêtent de faire de la paresse. Qu'ils prennent leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'ils proposent une loi d'amnistie qui va aller, si à côté on a un débat politique qui permet de les réintégrer, parce que moi je suis convaincu, ce que je souhaite, c'est que tous les partis politiques soient présentés à cette élection. Mais s'il y a de la paresse dans ce moment, c'est ça. Voilà. Encore, très bien. Augustin Couillon. Bon, Aristide a parlé de ma carrière qui a consisté à faire le combat pour l'état des droits que j'aurais mené depuis 90. C'est vrai que je suis dans la presse depuis 91, donc ça fait quand même 34 ans. Et ma lutte, en tout cas à titre personnel, a toujours été l'état des droits. Et je pense qu'il prend mal les choses parce que ce n'est pas la première fois qu'un président prenne une décision pour autoriser un candidat ou bien des candidatures. C'est ça la Côte d'Ivoire. Et le président, il le fait des droits. Et ce qu'il fait, c'est le droit, c'est l'état des droits. C'est-à-dire que même en matière de loi, le président a une concurrence avec l'Assemblée nationale. Il peut initier. Alors, je voudrais dire à Arthur que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ne permet même pas à l'opposition, parce que l'opposition est ultra minoritaire à l'Assemblée nationale. Pas majoritaire pour s'il te plaît. Même tu fais une proposition, même pour que ça passe au bureau, soit le texte soit inscrit au rôle déjà, ça ne va même pas en commission. C'est déjà rejeté au niveau du bureau de l'Assemblée. Parce qu'il y a des Assalé Timoko a déjà fait des propositions de loi qui n'ont même pas été débattues en commission. On ne peut pas passer son temps à faire des choses qu'on sait très bien que ça ne peut pas avancer. Ici, le président de la République a la possibilité d'initier quelque chose que son parti, qui est majoritaire à l'Assemblée, va adopter. Maintenant, vous voyez le problème de Thiam peut aller d'ici, mais depuis Oufoué, on pouvait aller jusqu'à Mans sans problème. Parce que la Côte d'Ivoire, d'Abidjan à Mans, c'était bitumé. Ça a toujours été bitumé. Ah non, hein. Ah si, s'il vous plaît. S'il te plaît. Ça a toujours été bitumé. Moi, j'ai fait Oufoué Vivier, on a fait juste d'Abidjan à Mans, c'était bitumé. Ce n'est pas nouveau. C'est vrai que les infrastructures, ça se dégrade. Quand on a connu 10 ans de guerre, ça se dégrade. Et ça, c'est normal. Mais même quand il y a la paix, les infrastructures se dégradent parce qu'il y a un entretien régulier à faire. S'il n'y a pas l'entretien, si l'entretien n'est pas régulier, donc ça peut pas être... C'est vrai que il y a le RHDP se prévaut des réalisations actuelles. Ça fait 15 ans qu'on est là. Mais vous savez que les gens ne vivent pas que de réalisations, d'infrastructures. Les gens ne vivent pas que d'infrastructures. C'est bien de faire de bonnes routes. C'est bien. Mais aujourd'hui, on est sur une question essentielle, à savoir la liste électorale qui n'inspire pas confiance à une bonne partie des représentants des partis politiques. Est-ce que ça pose un problème d'autoriser l'audit confié à un cabinet, disons, indépendant? Est-ce que ça pose un problème? Si ça pose un problème, à qui ça pose problème qu'on audite la liste? Est-ce que vous êtes optimiste alors que vous savez très bien que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne sont pas sur la liste électorale et que si la réaction de leurs partisans est violente par rapport à leurs revendications, ça entraîne une période d'incertitude. Que dites-vous du développement du professeur Banga et de bien d'autres avis qui estiment que le recours, le contentieux, après l'opération de révision de la liste électorale, c'est une forme d'audit aussi? Non, ce n'est même pas une forme d'audit. Ça n'a jamais été un audit. Pourquoi? Le recours, c'est normal. Parce que si vous constatez des irrégularités sur le fichier électoral,
dans cette période, vous avez le droit d'approcher la CEI Oui, mais et demander que les choses soient réparées. Oui, mais c'est pas... Moi, je pense que c'est pas ça le problème. La CEI ne peut pas retirer... Non, mais tu n'as pas à rire, Arthur. Tu n'as pas à rire. Professeur Banga, s'il vous plaît. Parce qu'on est dans un débat sérieux. Oui, bien sûr. Allez-y, poursuivez. Voilà, donc j'ai dit, nous, on a déjà... le contentieux ne règle pas le problème. L'audit, les gens revendiquent un audit. Parce que le contentieux, ils savent très bien que le contentieux ne règle pas le problème. Les gens ne sont pas paresseux. Les gens travaillent. Ils analysent les listes. Parce que quand on parle on vise 4 millions d'électeurs, ce n'est pas les partis d'opposition qui disent qu'on vise 4 millions de nouveaux électeurs. C'est les statistiques même, les prévisions même des structures qui sont chargées de l'élection. C'est leurs propres prévisions. Non. Donc, on ne peut pas dire non, que tel parti va inscrire 4 millions d'électeurs. Non, c'est les prévisions des structures. Très bien. Et si on n'arrive pas à les atteindre, c'est qu'il y a un problème. Ou bien les prévisions sont fausses, ou bien les gens qui lancent l'opération, parce qu'ils ont les moyens de faire la campagne qu'il faut, aller vers les jeunes. Les jeunes sont où? Ce n'est pas quand le président de la CEI s'assoit sur un plateau de télévision pour parler. Les jeunes, est-ce qu'ils suivent ce que le président de la CEI dit? Ils savent où trouver les jeunes. Ils sont, par exemple, sur des forums. Ou bien même, le docteur a parlé de l'université. Les jeunes sont là-bas. Soit utilisés. Parce qu'aujourd'hui, on autorise, enfin, on peut même autoriser les gens à aller parler à l'université aux étudiants. Donc je dis, s'il y a un problème, si les gens ne s'entendent pas, parce qu'il y a des gens qui réclament l'audit, et il y en a qui disent que l'audit n'est pas nécessaire, il y en a qui réclament leur inscription, et que d'autres disent que ça ne veut rien dire, qu'il faut plutôt... c'est l'état de droit, c'est une affaire de justice, mais on court vers des affrontements. Et si quelqu'un ne reconnaît pas qu'on court vers des affrontements, c'est qu'il nie l'évidence. D'accord, très bien. Alors, monsieur Godet Jean-Marc, vous nous appelez de Beaunois. Est-ce que vous êtes là, monsieur Godet? Oui, je suis bien là. Je vous appelle. Bonsoir et bienvenue. Pour vous, la loi d'amnistie doit être à l'initiative de l'exécutif, parce que dans le cas de Mme Gbagbo, la loi d'amnistie n'a pas été proposée devant le Parlement. C'est bien ça votre propos? Voilà. En fait, je voulais savoir, est-ce que Mme Gbagbo a été amnistiée par une loi venant de l'Assemblée nationale? C'est la question que je pose. D'accord, très bien. Oui, professeur Banga, allez-y, répondez. Non, je veux dire, que la loi vienne du président ou de l'Assemblée, c'est l'Assemblée qui vote la loi. Voilà. Je dis que le président peut proposer une loi. L'Assemblée nationale peut aussi proposer une loi par le biais des groupes parlementaires. Le président, on dit saisissons le président, mais toi-même qui dis saisissons le président, c'est un groupe parlementaire. On me dit que ce groupe parlementaire, il n'y a pas de groupe parlementaire au PDC. Non, j'ai eu la question que le monsieur a posée. Mais c'est moi qui réponds. Bon, attendez, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur, on va se calmer. Oui, il n'y a pas de problème, on va tous se calmer. Demande-lui de ne plus m'interrompre. Oui, bien sûr, personne ne va interrompre personne, monsieur. Professeur Banga, professeur Banga, vous aviez la parole. Vous terminez, s'il vous plaît. Donc je réponds à qui je veux, comme je veux. Vous n'avez pas me dicter mes réponses. Professeur Banga, mais on a fini, on a refermé cette parenthèse, s'il vous plaît. On est d'accord? On est... Ok. Professeur Banga, terminé. Ok, donc je dis, ce que je dis au monsieur, c'est que peu importe qui, mais l'opposition a un pouvoir de proposition de loi à travers 2 groupes parlementaires. Elle ne l'a jamais fait. Mais comment on peut lui poser la question? Pourquoi vous ne posez pas ce problème-là? Alors là où vous avez le moyen de le poser, on m'a dit qu'ils n'ont à Salé a fait une proposition de loi, ça ne pas passer, donc eux ils ne font pas. Mais qu'ils fassent pour eux, et puis on voit que ça passe pas. D'accord, très bien. Comme ça, en Côte d'Ivoire, savoir que l'opposition, là, elle a proposé une loi d'amnistie, et puis c'est pas passé. Mais faire la paresse et accuser le président, je trouve que c'est pas logique. On vous a bien compris, Aristide? Oui, au regard du raisonnement d'Arthur, on se pose bien la question, est-ce que justement, le président Gbagbo et les autres ont véritablement envie de revenir sur la liste? Alors, vous avez dit quelque chose, cher aîné, qu'on ne vit pas que d'infrastructures. Alors, je vous pose aussi la question, est-ce que le fait de réintégrer ceux que vous citez dans la liste électorale rend les Ivoiriens heureux? Parce que quand on vient en politique, quand on s'inscrit en politique, quand on est un leader politique, c'est qu'on se bat pour proposer un projet de gouvernement, un programme de gouvernement pour rendre les populations heureuses. Alors, est-ce que le fait de ne pas vivre seulement d'infrastructures, et si on réintègre alors ces noms-là sur la liste, est-ce que les gens sont heureux? Pour revenir à ce que disait docteur
C'est Osman. Osman. Il y a une Côte d'Ivoire des riches, une Côte d'Ivoire des pauvres. Je vais vous faire un effet boomerang de votre propre propos en vous disant, lorsque le président Thiam décide de rentrer, mais celui qui était en pole position au PDCI, c'était Gikawe. Mais pourquoi est-ce que... Oui, c'était Gikawe qui était candidat, qui était... Lui-même, il avait voulu être candidat pour prendre la présidence du PDCI. Ou bien c'est faux? Non, c'est pas du tout vrai. Où voulez-vous venir? Je veux dire, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix sur sur Thiam, qui n'était même pas ici avec vous, que de laisser l'autre? Mais j'ai lu sur les réseaux sociaux que non, on veut quelqu'un qui a les moyens. Donc, vous ne pouvez pas jeter l'opprobre sur ceux qui ont les moyens. Donc, il n'y a pas une Côte d'Ivoire des riches, une Côte d'Ivoire des pauvres. Je crois qu'Actu est revenu là longuement. Et je crois que Dr Eddy Guipier a dit quelque chose de très vrai. Il y a un désamour pour la politique. Pourquoi? Je le dis souvent sur ce plateau, parce qu'il n'y a pas la formation des masses. Parce que vous, Dr Ousmane, ce que vous faites, ce que vous inoculez subrepticement dans la société, quelque chose qui va diviser. Et pourquoi vous voulez cette division? Parce que vous faites de la démocratie illibérale. Les démocrates illibéraux sont ceux qui sont contents lorsque ça les arrange, cette démocratie-là. Ils sont contents de ce processus démocratique, de cet univers démocratique quand ça les arrange. Quand ça ne les arrange pas, ils trouvent tous les moyens de créer la division justement pour empêcher que ceux qui réussissent en politique, ceux qui réussissent ne soient pas capables de faire le bilan de ce qu'ils ont fait de bien. Donc ce n'est pas bien. Il n'y a pas une Côte d'Ivoire des riches, il n'y a pas une Côte d'Ivoire des pauvres. Il y a une Côte d'Ivoire qu'on construit quand on tend vers une nation, pour être une nation solidaire. C'est pour ça que le président Ouattara parle d'une Côte d'Ivoire solidaire. Allez. Docteur Ousmane Cherif, allez-y. Alors je voudrais qu'on élève un peu le niveau du débat, parce que les réactions qui m'ont précédé, en tout cas, tendent à me faire penser que le niveau du débat veut être forcément ramené vers le bas. Je parle de pauvreté, de pauvres qui sont devenus plus pauvres et de riches qui sont devenus plus riches, faisant en sorte que la Côte d'Ivoire des riches et la Côte d'Ivoire des pauvres se fait face à face. Et on me parle de taux de pauvreté. Quand quelqu'un me parle de taux de pauvreté, je me rends compte que c'est quelqu'un certainement qui n'a pas de connaissances en sciences politiques, mais je vais quand même lui donner quelques notions. Les couches sociales sont divisées en 5. Il y a les très riches, il y a les riches, il y a la grande classe moyenne, il y a les pauvres et il y a les très pauvres. On peut basculer de pauvre à très pauvre sans que ça ne touche le taux de pauvreté. Simplement parce que le taux de pauvreté, c'est un seuil. C'est un seuil de pauvreté. Quand je place le seuil, c'est un exemple que je prends, si le seuil de pauvreté est placé à 745 francs en Côte d'Ivoire et que quelqu'un qui avait 745 francs, qui avait 645 francs, aujourd'hui à 245 francs, ça ne va pas jouer sur le taux de pauvreté parce que le taux de pauvreté, c'est le calcul entre ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont au-dessus du seuil de pauvreté et ceux qui sont en deçà du seuil de pauvreté. Donc, parler de taux de pauvreté, quand on parle les Ivoiriens deviennent plus pauvres, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, ne répond pas intellectuellement à la question que je pose. Je rappelle que voilà ce rapport de Moody's. Le rapport de Moody's, ce n'est pas Dr Cherif qui l'a écrit. Le rapport de Moody's dit ceci à la page 2. Il a écrit en anglais, je le traduis en français. Les inégalités sont de plus en plus croissantes en Côte d'Ivoire et cela pourrait menacer la stabilité politique à l'avenir, quel que soit le type de croissance économique que nous avons. C'est à la page 2 du rapport de Moody's que je tiens en main. Les riches sont en train de devenir plus riches et les pauvres sont en train de devenir plus riches. C'est pas ce que ça veut dire. S'il vous plaît, monsieur. Et vous avez été très condescendant tout à l'heure. C'est pas ce que ça veut dire. Vous avez été très condescendant. Ça veut pas ce que ça veut dire. S'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, c'est le docteur Cherif qui a la parole. Il faut le laisser terminer son propos. Si vous devez réagir, vous le faites. Aristide Nkenda, s'il vous plaît. Ça fait 2 Côtes d'Ivoire parce qu'on donne des privilèges à certains riches et on ne donne pas certains privilèges à certains pauvres. Je vais donner un deuxième argument ici pour élever le niveau du débat. Voici encore un document qui s'appelle les exonérations fiscales en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que les exonérations fiscales? Quand l'État de Côte d'Ivoire dit « voici une grande entreprise, je ne veux pas prendre ses impôts ». C'est-à-dire que voici une entreprise, elle peut être grande comme elle peut être petite, mais l'État de Côte d'Ivoire décide soit de faire une exonération partielle, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas une partie des impôts, soit elle fait une exonération totale, c'est-à-dire qu'elle refuse complètement de prendre les impôts Et voici la liste des entreprises à laquelle la Côte d'Ivoire a attribué les exonérations fiscales. Pour ne pas faire de compte publicité, mais il y a des entreprises, la majorité, c'est le communiqué lui-même qui le dit, ce sont des industries et ce sont des BTP. Ce sont des grosses entreprises à laquelles la Côte d'Ivoire dit « je ne prends pas vos impôts, mais je prends une partie des impôts ». En général, quand il y a des exonérations, il faut donner toutes les informations. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, l'ambassade du Liban a des exonérations fiscales. Ce que je voulais dire, pour que tout le monde comprenne, c'est que souvent, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, on va se calmer et on va s'écouter pour se comprendre. Est-ce que quand il y a des exonérations, ce n'est pas
parce que certaines entreprises respectent certaines conditions. Il y a plusieurs conditions qui font qu'on peut accorder une exonération fiscale. Par exemple, une entreprise qui est d'utilité publique, l'État peut considérer que, parce qu'elle est d'utilité publique, on peut leur accorder une exonération fiscale. Ou en raison du nombre d'emplois, pendant que les petites entreprises, pendant que les petits entrepreneurs sont en train de souffrir sur le poids des impôts, on accorde des exonérations fiscales à des entreprises qui sont multimilliardaires. Et ça, je dis que ça fait en sorte que les riches ont une certaine... Ils sont privilégiés et la Côte d'Ivoire des pauvres, les gens souffrent. Pendant qu'on casse les maisons des gens, allez, laissez-moi terminer. Non, la question que je vais vous poser, est-ce qu'il y a une contrepartie? Moi, c'est juste pour comprendre. Non, il n'y a pas de contrepartie. Est-ce qu'il y a une contrepartie? Je dis simplement que ces entreprises accordent à l'État ivoirien pour bénéficier de ces exonérations. Non, il n'y a pas de contrepartie qu'elles accordent. Je dis simplement que le type d'entreprise qui est choisi, ce n'est pas les pauvres. Peu importe les critères. Peu importe les critères. Voici la liste des entreprises. Je vais vous citer par exemple CFAO Technologies. Je vais vous citer par exemple Bernabé Côte d'Ivoire. Je vais vous citer par exemple Fondation Children of Africa. Je ne vais pas faire de publicité, mais je termine en disant que la Côte d'Ivoire actuelle, moi je viens aujourd'hui d'Adjamé, je viens de Liberté où ils sont en train de casser certaines maisons. La Côte d'Ivoire actuelle, c'est la Côte d'Ivoire de ceux qui, à un moment donné, ont des choses, ont des récriminations contre le pouvoir, mais qui n'ont pas la possibilité de l'exprimer. Et parmi ces gens-là, nombreux sont des gens qui sont en deçà du seuil de pauvreté. Les pauvres de Côte d'Ivoire, en majorité, vous diront que les 15 années d'Alassane Ouattara ne leur a pas servi, et au fur et à mesure et c'est écrit dans les livres de sciences politiques, je ne sais même pas pourquoi on fait un débat dessus, parce que le président Alassane Ouattara et son gouvernement est un gouvernement libéral. Et les gouvernements libéraux, c'est clair que tous les gouvernements libéraux accroissent les inégalités sociales. Une brebis ne peut pas accoucher un chien berger allemand. De la même façon que le libéralisme ne peut pas accoucher des mesures sociales efficaces. Je vais terminer sur la CEI. Allez-y. Juste sur la CEI. J'entends aujourd'hui, c'est la toute première fois que je débat avec quelqu'un qui soit du RHDP ou proche du RHDP, qui dit qu'il est d'accord avec l'audit de la liste électorale. Je n'avais jamais entendu. À chaque fois que nous faisons un débat, quand il y a un représentant du PPACI, quand il y a un représentant du PDCI, quand il y a un représentant du RHDP, tous les autres représentants de l'opposition sont d'accord pour un audit et il y a une seule personne très souvent ou il y a un seul groupe qui n'est pas d'accord pour l'audit, c'est les représentants du RHDP. Quand vous avez quelqu'un qui est suspect, et que vous voulez fouiller dans sa poche, et que quelqu'un d'autre vous dit « je ne veux pas qu'on fouille dans sa poche », c'est vous-même qui attirez la suspicion sur vous. Et je dis clairement que la CEI, nous n'avons pas dit que la CEI est une institution qui crée de la tricherie. Ce n'est pas ce que nous disons. La CEI, aujourd'hui, est une institution qui n'a pas la confiance de tous les partis politiques. Le fait de ne pas avoir la confiance de tous les partis politiques, nous demandons à quelqu'un qui est externe. L'audit international, c'est quelqu'un qui est externe. Quand vous me demandez la différence entre l'audit et le contentieux, mais c'est clair. Le fait que le contentieux, c'est à la CEI elle-même qui fait le contentieux. On n'a pas confiance en quelqu'un, vous voulez que cette personne-là fasse le contentieux. On souhaite que ce soit quelqu'un qui vienne d'ailleurs, un audit qui soit indépendant, une personne qui vient... Est-ce qu'on a besoin de faire PhD pour savoir que l'audit est différent du contentieux? Moi, je ne sais pas. Très bien. Non, Ali, on est obligé d'intervenir. Bien vous, monsieur, s'il vous plaît. Docteur Guipier, vous voulez réagir? Allez-y. Bon, effectivement, je pense qu'on s'éloigne un peu des questions électorales en mobilisant tout ce qui est argument. Bon, le sujet, c'est la présidentielle. On a entendu une question intéressante. S'il vous plaît. Mais ça, c'est mon rôle, professeur Banda. D'un auditeur qui nous avait posé la question de savoir si Mme Gbagbo avait été libérée par le biais d'une loi d'amnistie. Effectivement, il y a une sorte de hiatus qu'il faut regarder. Je parle sous le contrôle peut-être des membres qui sont sur le plateau et également des auditeurs, ou du moins des téléspectateurs qui après recroquent l'émission par plusieurs biais sur TikTok, etc. Bien sûr. On se rend compte qu'après l'émission, elle va au-delà même de ce qu'on pense. Effectivement, c'est la loi d'amnistie et le droit de grâce, qu'on appelle le fait du prince, du président de la République, qui conduit justement à l'élargissement, à la libération d'un détenu, etc. Mais dans les effets, les deux ne sont pas les mêmes, puisque la loi d'amnistie va effacer justement tout le, comment dirais-je, le passif de crimes présumés commis, alors que ce n'est pas le cas, par exemple, pour le droit de grâce. Alors, effectivement, pour ce qui concerne Mme Gbagbo, je me rappelle très bien, c'était en août 2018, que j'avais entendu parler de quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler, qui est une ordonnance d'amnistie. Voilà, c'est-à-dire que l'initiative, cette fois-ci, incombe au président de la République en lieu et place d'une loi ou effectivement pour le projet d'une loi. L'initiative peut incomber au président de la République concurremment au Parlement, mais c'est différent. Je veux dire, une ordonnance, il y a comment dirais-je, il faut qu'elle soit prescrite par une loi d'habilitation, etc., ce qui n'avait pas été suivi. Donc, effectivement, ce que le téléspectateur nous pose, c'est une question de droit qui est très intéressante en l'espèce. Mais vous remarquez qu'effectivement, pour ce qui nous concerne,
la CEI en particulier, ou le processus électoral, vous remarquez déjà les clivages de la société sur ce plateau. D'une part, ceux qui sont extrêmement satisfaits et ceux qui sont très critiques. Je pense quelque part, il y a une crise des élections. Il y a même une crise de la CEI. Je parle sous le contrôle de M. Augustin Couillot. Lorsque le Front populaire ivoirien, qui à partir de 1988 faisait la promotion d'une CEA, commission électorale autonome. C'est le PDCI qui s'y opposait. Le PDCI s'y opposait à l'époque. Chéri, fais pas ça. Et c'est un, comment dirais-je, c'est un mécanisme américain d'organisation des élections. À l'époque, effectivement, c'était le ministère de l'Intérieur. Même en France, effectivement, c'est ce que le PDCI disait, on nous opposait le fait qu'en France, ce soit le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Et le FPI de l'époque faisait la promotion de ce modèle américain. Vous avez un pays, bon, le Venezuela pour ne pas le citer, où la commission électorale fait partie d'un des 5 pouvoirs, et non pas 3, 5 pouvoirs constitutionnels. Donc, effectivement, cette CEI-là a une pression, pour moi, a une pression monstre sur le dos. On ne peut pas balayer du revers de la main. Je milite aussi pour ne pas que l'audit soit international. Parce qu'il faudrait quand même que, effectivement, les 34 milliards soient justifiés. Ça, c'est un. Qu'on aille au-delà, n'est-ce pas, de la question de l'audit, même si, effectivement, Arthur renvoie la balle aux opposants avec leurs responsabilités. Vous ne faites pas de propositions, mais vous voulez que dans les effets, on puisse avoir une loi. Mais vous avez vous-même, de façon concurrente au président de la République, l'initiative des lois. Donc, effectivement, il faut débuter en attendant de se voir peut-être échouer. Mais on aura quand même le mérite d'essayer et on pourrait, comment dirais-je, communiquer là-dessus. Donc, effectivement, tous les Ivoiriens regardent avec un œil vraiment très critique la CEI. Les jeunes avec qui on parle, effectivement, ça ne les intéresse pas du tout. Et puis, vous conviendrez avec moi que quelque part, il y a eu des communiqués et des communiqués qui sont venus contredire, des communiqués contradictoires pour, comment dirais-je, contredire, comme je le disais tantôt, ce qui a été dit. On parlait de l'utilisation de l'extrait de naissance, après on n'en a plus entendu parler, etc. Après les récriminations de l'opposition du PDCI en particulier. Toujours est-il que, pour ma part, on doit se comparer aux processus électoraux qui marchent. On a sorti le cas sénégalais, mais le cas sénégalais a été critique. C'est le ministère de l'Intérieur. Je suis d'accord, mais la CEI aussi a un rôle, la commission électorale a un rôle supervisé par le plusieurs organes au Sénégal. Non, je disais même qu'au Sénégal, même, ce n'est même pas vraiment le référent idéal, puisqu'on a vu la crise préélectorale. On a le Ghana qui est un modèle, même si effectivement, là-bas aussi, ça fourbit les armes, le processus est un peu plus, comment dirais-je, rugueux qu'il était avant. On a le cas du Botswana. Hier, on a eu le président Massissi qui a annoncé sa défaite et qui a félicité l'opposant. Donc, il nous incombe justement, je vous ramène, avant de finir, à une image très belle pour laquelle nous tous avions été fiers. Je parle sous le contrôle d'Aristide. En 2010, l'affrontement entre les présidents Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara de l'époque. Mais on était fiers, on s'en est gargarisé. Vous faites allusion au débat télévisé. Oui, le débat télévisé, merci beaucoup. Le débat de l'entre-deux-tours. On n'avait jamais vu ça en Afrique. On avait des amis qui nous appelaient, etc., d'Afrique noire francophone, comme même d'Afrique du Maghreb, pour nous appeler, pour nous féliciter. Avec la catastrophe qui en est résultée, on ne se rappelle plus des efforts qu'on avait fait. Donc, pour ma part, je pense que nous sommes capables du meilleur et il faut vraiment mettre la commission fêtière, la CEI en particulier, au pied du mur pour qu'elle puisse justement aller au contact des Ivoiriens pour lever les équivoques et ce désamour vis-à-vis de la chose politique et du droit de vote en particulier. Très bien. Yacouba Doumbia. Oui, alors très rapidement pour l'auditeur qui a appelé, il faut savoir que tout part de l'Assemblée nationale. Effectivement, monsieur le docteur Guipier, il y a eu une loi d'habilitation, effectivement. C'était une loi d'habilitation au niveau des finances. Si, il y a une loi d'habilitation. C'est à partir de la loi d'habilitation que le président de la République a pris l'ordonnance. Et l'ordonnance a été prise le 6 août 2018. Et l'ordonnance a été ratifiée en décembre 2018 par une loi. Mais pourtant, dans les termes, c'est bien loi d'amnistie. Le terme loi est consacré. Oui, mais c'est comme ça en fait. C'est que le processus débute à l'Assemblée nationale. Il y a d'abord une loi d'habilitation. Il ne débute pas à l'Assemblée nationale, puisque vous avez dit que l'initiative... S'il vous plaît. S'il vous plaît, on va laisser Yacouba terminer, après vous allez réagir. C'est une loi d'habilitation d'abord, parce que c'est l'Assemblée nationale qui ordonne au président. C'est l'Assemblée nationale qui donne le pouvoir au président de prendre une ordonnance. Mais ça ne s'arrête pas là. L'ordonnance revient à l'Assemblée nationale pour que ça soit ratifié pour devenir une loi. Je ne me souviens pas de ça. Ça a été fait, effectivement. Donc, il y a eu une loi d'habilitation. Je crois qu'après l'émission, je vais te donner la loi. La loi d'habilitation, c'est la loi des finances. C'est une loi des finances. C'est pas une loi d'habilitation. Voilà. Donc, ça a parti de... C'est pas une loi d'habilitation. Si, c'est une loi d'habilitation. Si, c'est une loi d'habilitation. Bon, on ne va pas faire de polémique là-dessus. Sinon, il y a une loi d'habilitation. On peut faire la polémique, mais bon, je vous laisse poursuivre. Voilà, il y a une loi d'habilitation. Ensuite, le 6 août, il y a eu une ordonnance
Et le 18 ou 20 décembre, si ma mémoire est bonne, il y a eu la ratification de l'ordonnance. Ça, c'est pour répondre... Pour quelqu'un qui a été libéré en août. Il n'a pas été libéré. Qui a été libéré en août? Mais on parlait de quoi? Amnistie de Simone. Non, moi je parle du principe de la loi d'amnistie. Je ne suis pas d'accord dans les détails. Celui qui a appelé... Docteur Eziki, on va laisser terminer son développement et puis après, je suis en train d'expliquer le principe. Puisque vous semblez dire que c'est juste une ordonnance et que ce n'est pas normal. Je dis qu'il y a une loi d'habilitation. Ensuite, il y a eu l'ordonnance. Enfin, il y a eu la ratification de l'ordonnance et c'est devenu une loi. Les éléments sont là. Je peux même vous les envoyer. Qu'est-ce qui est devenu une loi? Alors, docteur, c'est le principe en fait. Je peux vous l'expliquer, on va vous l'expliquer, mais je poursuis. C'est pas de ça. Poursuivez, on n'a pas beaucoup de temps, docteur. Non, je vais vous expliquer après. Pas de souci. Allez-y, terminez votre propos. Ça prend une habilitation, une ordonnance, ensuite l'ordonnance est ratifiée. C'est le processus. Oui, ça on est d'accord. D'accord, ok. Maintenant, deuxième chose, je vais parler de la fraude. On parle de l'audit de la liste électorale, Ali. Moi, j'ai fait une analyse, en fait. La CEI n'est que le réceptacle. La liste électorale, c'est le réceptacle de notre turpitude. J'ai identifié 5 grands groupes de fraudeurs. Pas seulement sur la liste, c'est pas sur la liste électorale, ça dit qu'il y a 5 grands groupes de fraudeurs en Côte d'Ivoire. Le premier groupe de fraudeurs est constitué de ceux qui sont nés de pères inconnus et qui, au lieu de porter le nom de la mère, comme le dit la loi, portent le nom du petit frère à la mère, d'un cousin, d'une cousine. Et vous verrez, ces individus sont les seuls au monde à avoir un seul grand-père paternel et maternel et une seule grand-mère paternelle et maternelle. C'est un cas de violation de la loi. Le deuxième groupe de fraudeurs, c'est ceux qui ont plusieurs extraits de naissance parce qu'ils ont diminué leur âge, ceux qu'on appelle les renés. Ils ont 3 extraits, 4 extraits de naissance. Le troisième groupe de fraudeurs, c'est ceux qui ont utilisé les extraits de naissance de leurs frères, de leurs cousins pour aller à l'école. Et vous verrez que sur la liste électorale, parfois il y a des noms qui se répètent. En réalité, ce n'est pas la même personne, c'est plusieurs personnes. Parce qu'il y a une personne qui a utilisé l'extrait, mais celui à qui l'extrait appartient est allé s'inscrire. Et si le système n'est pas suffisamment rodé pour pouvoir les extraire, on aura 2 personnes identiques sur la liste. Le 4e groupe de fraudeurs est constitué de ceux qu'on peut appeler les majeurs ivoiriens d'origine, qui ont perdu la nationalité ivoirienne parce qu'ils ont acquis une nationalité étrangère. La loi dit que ceux-là, s'ils veulent redevenir ivoiriens, il faut qu'ils fassent une demande de réintégration. C'est la loi qui le dit. Et puis le 5e groupe de fraudeurs, naturellement, est composé de ceux qui ont contourné les mesures et les procédures en vigueur pour avoir un certificat de nationalité. Alors, quand on finit de poser ce postulat, l'audit, ce n'est même pas la liste électorale. Il faut peut-être faire un audit de l'état civil. Ça, c'est vrai. Oui. Il faut faire un audit de l'état civil. Il faut peut-être créer des gros tribunaux, des sortes d'audiences foraines, où chacun viendra se confesser. D'ailleurs, le ministre de la fonction publique a pris un arrêté demandant à ceux qui sont souvent dans ces situations de venir régulariser leur situation. Le gars, il s'appelle, j'ai dit n'importe quoi, Kwasi Kwadio Roméo. En réalité, son nom, c'est Conan Roméo. Mais il a pris un extrait de naissance, il a eu ses diplômes avec. La fonction publique lui demande de venir régulariser sa situation. Mais quand il finit de régulariser sa situation à la fonction publique, s'il est inscrit sur la liste électorale, on fait quoi? Bonne question. Donc, le problème, il est beaucoup plus en profondeur. Lui, il a la possibilité de retourner dans la période de contentieux. Voilà, pour aller gérer le problème. Tout est prévu. Donc, voilà, tout est prévu. Donc, il faut peut-être créer ces gros tribunaux pour permettre aux gens de venir régulariser leur situation. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que si on fait même l'audit de la liste électorale tout de suite, qu'on règle ce problème maintenant, mais tant que les problèmes en amont ne sont pas réglés, c'est-à-dire que les gens vont continuer toujours de donner le nom du cousin, de la cousine à l'enfant. Les gens vont continuer d'utiliser 2 ou 3, de diminuer leur âge en ayant 2 ou 3 extraits de naissance. Les gens vont continuer toujours d'utiliser l'extrait de naissance de leur frère. Je vous jure que 10 ans après, on va retrouver encore la même liste électorale où on va demander un audit. On sera dans un perpétuel recommencement. Est-ce que vous pensez qu'à 11 mois de la présidentielle, l'instauration de ces grands tribunaux pour régler la question de l'état civil, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, ce n'est pas possible. Alors, je pose juste le problème, je donne des pistes de réflexion. Maintenant, revenons au sujet qui nous intéresse.
les élections, c'est dans 11 mois. Quels sont les indicateurs? Moi, j'ai 2 indicateurs. Allez-y. Le premier indicateur, ce sont les élections de 2023. Les élections régionales et les élections municipales. Et pendant ces élections, le RHDP a majoritairement gagné. Près de 65% des suffrages recueillis. Avec une participation? Près de 65% des suffrages recueillis. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est le recensement sur la liste électorale. Et j'ai expliqué, au regard de l'évolution, justement, des inscriptions sur la liste électorale, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Ce qui veut simplement dire que les partis politiques, et ça va permettre de répondre au grand frère Kouyo, c'est de dire qu'en réalité, ce sont les partis politiques qui doivent jouer le rôle. La CEI fait la sensibilisation, mais c'est les partis qui sont concernés par les élections. Donc les partis politiques doivent s'investir encore plus auprès des jeunes, auprès des nouveaux majeurs, pour qu'ils puissent venir s'inscrire sur la liste électorale. Et je vais conclure en disant que, en ce qui concerne ce processus électoral, la faible mobilisation, c'est incombe aux partis politiques. La faible mobilisation incombe tous autant qu'ils sont. Tous autant qu'ils sont. Donc, il n'y a pas des partis qui... il n'y a pas des partis politiques qui sont fautifs. Pardon, qui sont fautifs. Il n'y a pas des partis politiques qui ne sont pas fautifs. C'est tous les partis politiques qui doivent se mobiliser pour qu'on puisse atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Très bien. Alors, M. Koulibaly Ismaël nous appelle de Cocody. Est-ce que vous êtes là, M. Koulibaly? Oui, tout à fait, Ali. Bonsoir, M. Koulibaly, vous allez bien? Oui, bonsoir, ça va très bien, merci, vous? Ça va très bien, merci. Pour vous, finalement, pour mettre tout le monde d'accord, il faut aller à cet audit. Bien évidemment, et je suis très heureux que le représentant, même s'il ne l'a pas dit, du RHDP, le dit, qu'il y a des problèmes. Et quand il y a des problèmes, il faut les résoudre. À mon humble avis, et Dr Boga Sako le disait lors de vos précédentes émissions, qui a envie de se faire mal élire. Donc, s'il y a un problème, il faut le régler. Aujourd'hui, du point de vue, nous qui sommes dans la population, de ce qu'on entend dire, c'est qu'il y a eu, pendant ce flottement dû à l'absence du président Gbagbo, des personnes qui se sont faites inscrire sur la liste illicitement, des personnes même qui ne sont pas ivoiriens de naissance. Malheureusement, c'est le constat qu'on a, nous, au niveau de la population. Vous voulez dire c'est la perception, parce qu'un constat est tout autre, hein? C'est la perception. Bien sûr. Ça, parce qu'un constat est factuel. Un constat, il est factuel. Prenons simplement l'exemple du député maire de Tiasalé. C'est un exemple parmi tant d'autres. Nous, au niveau de la population, on voit des choses. On voit des personnes qui sont censées être de nationalité étrangère qui finalement, malheureusement, vous avez fait plusieurs émissions sur l'état civil où il y a eu des fraudes massives. Mais ces personnes qui obtiennent illicitement la nationalité ivoirienne se retrouvent malheureusement sur la liste électorale. Et donc, il faut qu'on y aille à cet audit. Monsieur Koulibaly, j'ai envie de vous poser une question. M. Koulibaly. Comment vous identifiez quelqu'un à vue d'œil comme étant un fraudeur qui s'inscrit sur la liste électorale? Comment vous arrivez? C'est très simple. Dites-moi. Vous vivez avec quelqu'un dans une commune qui est censé être, pour ne pas faire une fixation, mais je prends un exemple. Qui est censé avoir une autre nationalité. Voilà, pas une autre nationalité. Et qui du jour au lendemain devient ivoirien et qui part se faire inscrire sur la liste électorale. Monsieur Koulibaly, est-ce qu'il n'existe pas, Monsieur Koulibaly, est-ce qu'il n'existe pas, mais comment vous savez, est-ce qu'on peut s'entendre, s'il vous plaît, pour se comprendre, s'il vous plaît? Comment vous savez que la personne n'a pas respecté les étapes pour se voir naturalisée? Pour se voir naturalisée? Mais parce qu'en amont, on mène une enquête auprès des autorités de l'état civil pour comprendre si cette personne, bien évidemment, et malheureusement, le constat qu'on fait, c'est que ces personnes ne suivent pas les règles.
Enfin, bon, c'est une question générale qui est assez, qui est assez Alors, délicate. C'est pour ça que je vous pose cette question. Sur ce plateau, moi, je le dis honnêtement, moi, je ne suis d'aucun parti, mais c'est un constat général. Non, c'est une perception générale. Je reviens encore une fois, s'il vous plaît. C'est une perception... Je vous donne un exemple. Et peut-être que vous allez faire une immersion dessus. Terminez rapidement. En ce moment, vous savez qu'il y a une crise entre Israël et le Liban avec le Hezbollah. Mais aujourd'hui, pour ne pas faire de fixation encore, mais il y a une communauté qui entre illicitement, massivement en Côte d'Ivoire pour venir gagner du refuge. Mais attendez, M. Coulibaly, je suis bien obligé de vous interrompre. Quand vous dites qu'il y a une communauté qui rentre illégalement, vous avez quel moyen pour prouver que cette communauté rentre illégalement? En fait, faut pas, on est dans une émission de grande audience, il ne faut pas avoir des assertions. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis bien obligé de vous interrompre. On a bien compris, mais ça va dans le sens de beaucoup d'accusations. Et on va pas le... Vous me donnerez peut-être raison. Bon, d'accord, très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. S'il vous plaît, merci beaucoup. Professeur Banga, c'est à vous. Je vais rebondir justement sur l'exemple qu'il donne, pour que les gens comprennent pourquoi on dit que... Moi, j'ai dit, l'audit, si ça peut nous permettre de faire confiance, il n'y a pas de souci. Mais j'ai expliqué. Quelqu'un n'est pas ivoirien. Je découvre que mon frère Yacoumba Doumbia n'est pas ivoirien. Qu'est-ce que je fais? Je vais à la CEI. Quand on ouvre le contentieux, là, je viens et dis, moi, Banga, j'ai découvert que Yacoumba Doumbia qui est là, il n'est pas ivoirien. La CEI va me demander les éléments. C'est facile d'accuser, mais prouver, c'est un autre truc. La CEI va simplement me demander quel s'il te permet de dire que Yacoumba Doumbia n'est pas ivoirien. Je donne mes éléments à la CEI. La CEI traite. Quand la CEI publie, si je vois encore le nom de Yacoumba Doumbia, je peux aller maintenant saisir même la justice. Donc si quelqu'un, comme vous dites, lui seul, il a 7000 mails, mais c'est bien. Tu sais qu'il a 7000 mails, il dit, prends son document, va à la CEI qu'on ouvre le contentieux. Et tu déposes. La CEI va traiter. Si elle traite qu'elle le remet, tu saisis la justice. Donc, je ne comprends pas qu'on me dit qu'on ne peut pas enlever. Si tu es sûr que ce monsieur envoie tes éléments, c'est tout ce qu'on demande. Et la CEI n'attend que ça. Elle a même une période pour ça. Voilà. Il n'a pas eu de taux de pauvreté. C'est vrai, je n'ai peut-être pas lu de sciences politiques comme vous, Dieu merci. Mais pour mesurer la pauvreté, je ne veux rien, mais on sait qu'il y a un truc pour mesurer la pauvreté, ça s'appelle le taux de pauvreté. C'est ça qu'on enseigne partout. On dit, vous voulez mesurer la pauvreté d'un pays, prenez le taux de pauvreté. Et donc, si je prends le taux de pauvreté d'un pays, en 2010, qui est de 55%, et que je prends le taux de pauvreté de ce pays-là, en 2024, qui est de 37%, même si je ne vaux rien à l'école, je n'ai pas votre intelligence, je comprends très bien que la pauvreté a baissé dans ce pays. Mais c'est clair. Maintenant, poser la question des inégalités. Je ne suis pas aussi fort que vous, mais c'est une question sur laquelle tout le monde réfléchit. Pourquoi? Parce que même dans le monde d'aujourd'hui, les inégalités deviennent de plus en plus grandes. C'est pas une question locale. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que vous allez prendre 1% de la population mondiale détient 50% de la richesse mondiale. C'est ça la question. Donc, si vous traitez la question des inégalités par rapport à la question de la pauvreté, c'est vous qui posez la question. Il y a moins de pauvres en Côte d'Ivoire en taux. En taux? Mais c'est les chiffres. Maintenant, en nombre fini par rapport à 2010 et à aujourd'hui. Ça ne sert à... Le nombre brut ne signifie rien dans une analyse. Je vais vous expliquer quelque chose. Non, mais tu vas laissez le professeur Banga terminer. En 2010, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je prends un exemple. La démographie. Je vous dis, j'avais 82 kilos. Aujourd'hui, j'ai 84 kilos. Quelqu'un qui avait 75 kilos, aujourd'hui, il a 81 kilos. C'est parce qu'il a 80... Voilà. C'est pour ça que le chiffre brut, on ne l'utilise pas. Pour comprendre une comparation, on fait une analogie. Dans toute statistique, on utilise tous des chiffres relatifs. Voilà pourquoi on prend les taux pour mesurer pas les chiffres bruts. Parce que les chiffres bruts, vous n'allez pas comprendre. Parce que les chiffres, il faut inscrire ce chiffre-là dans un ensemble. Oui, effectivement. Deuxième chose, les exonérations fiscales. Il y a ce qu'on appelle l'attractivité d'une économie. Une économie veut être attractive. Elle veut attirer. Je ne veux pas prendre les mêmes mesures pour attirer une PME qu'une multinationale. Parce que chez une multinationale, je vais chercher des idées massifs. Je vais chercher un emploi. Une PME, c'est 15-20 personnes qu'elle emploie. Quand il passe dessus, je crois, maximum 50, tu passes à une catégorie. Une multinationale, si elle veut s'installer en Côte d'Ivoire, elle comprend 1000 personnes. Donc, je ne peux pas faire les mêmes avantages. Je ne peux pas poser les mêmes questions à quelqu'un qui va employer 20 personnes et à quelqu'un qui va employer 1000 personnes. Donc, quand une entreprise vient voir les impôts, vient voir l'État, pour lui dire, écoutez, moi, je suis, par exemple,
je ne vais pas citer de nom, je veux ouvrir une usine en Côte d'Ivoire, l'État lui demande combien? Mon usine, ça fait par exemple un chiffre d'affaires de temps, et tel nombre d'employés, tel nombre de trucs. L'État va dire, OK, bon, par rapport à ma loi, moi je peux te permettre de ne pas payer ça, de ne pas payer ça, de ne pas payer ça. Donc quand vous prenez un document comme ça, vous voulez mentir aux Ivoiriens. En disant aux Ivoiriens, voici la liste des exonérations fiscales, c'est faux. Vous mentez. Parce que les exonérations Attention fiscales... au vocabulaire, Non, mais c'est ça, c'est le mensonge. Oui, mais on peut le dire de façon plus élégante. Moi, je dis qu'il ment. C'est mon choix. S'il vous plaît. Vous dites pas aux Ivoiriens, voici les conditions d'une exonération fiscale. Et ça, c'est ce qu'on appelle attirer des IDE. C'est ce qu'on appelle la mondialisation, ce qu'on appelle l'attractivité d'une économie. Après, il y a des mesures pour les PME. Une PME, par exemple, qui se crée, sur un an, elle ne paye pas d'impôts. Je crois, je peux me tromper. Non, tu ne dis pas la vérité. Bon, voilà, c'est ton choix. Je dis qu'il y a des exonérations pour les PME. Que la PME peut aller chercher au CPC. Quand je vais au CPC, je vais créer mon truc en fonction du volume. Il y a des trucs qui sont abattus. Mais une économie ne pas ça. Un économiste ne peut pas dire que mon économie va prospérer que sur des choses, des multinationales, des PME. À chaque forme d'économie, on applique quelque chose. D'accord. Troisième point que je voulais dire, il faut arrêter le chantage de l'affrontement. Il y a des gens qui... Le chantage de quoi? De l'affrontement. Brandir le chiffon rouge de la guerre, les Ivoiriens vont se tuer parce qu'il n'y a pas telle personne, parce que non. On recherche sous la paix, mais il ne faut pas nous faire ce chantage-là. Je répète, Laurent Gbagbo et Chablé Goudé. Moi, je pense qu'une bonne élection, c'est une élection inclusive, c'est une élection transparente, c'est une élection dans laquelle on participe. Donc, personnellement, je souhaite que Laurent Gbagbo soit candidat. Pour qu'il se mesure, s'il a gagné les présidents, s'il a perdu, il n'y aurait plus. Voilà. Mais je dis que dans ce combat-là, pour que Laurent Gbagbo ou Chablé Goudé, ou même le combat des audits, j'estime que l'opposition, elle ne fait pas... Moi, je serais député de l'opposition, qui déjà j'avais déposé ma proposition de loi. Parce que le combat, il est multiforme. Vous ne pouvez pas le faire, ce combat-là, sur un seul terrain. Vous avez un terrain législatif. Et puis, dernier point sur la CEI. La CEI, ils ont signé tous le dialogue politique de 2021. On leur a mis un vice-président. Mais en ce moment, pourquoi l'avez-vous signé? Vous ne pouvez pas signer quelque chose aujourd'hui, et puis dès que vous sortez, vous dites non, c'est pas bon. Faut être cohérent. Donc si je veux un dialogue politique, le PDC est au dialogue politique, le PPACI est au dialogue politique, ils ont tous signé un dialogue politique dans lequel on a nommé un vice-président pour le PPACI. Mais ils ne signent pas. Vous finissez de signer un document dans lequel vous dites on veut cette CEI désormais équilibrée. Dès que vous sortez de là, vous dites non, c'est pas équilibré. Faut être cohérent. C'est tout ça qui fait que, je vais terminer dessus, on parle de désaffection des jeunes pour la politique. Mais c'est pour tout ça. Parce qu'un jeune qui voit que le PPACI a signé, le PDCI a signé le dialogue politique. Un jeune qui entend que le PDCI est vice-président de la CEI, que le PPACI est vice-président de la CEI, et puis dès qu'il vient dire que la CEI n'est pas bonne. Mais ce n'est pas cohérent. Quelque chose qui n'est pas bon, je participe, pourquoi? C'est cette incohérence-là qui fait que les jeunes ne s'intéressent plus à la politique. Très bien. Et pour terminer, tu étais peut-être jeune, il faut peut-être dire, comme tu lis beaucoup en sciences politiques, lis un peu d'histoire. Quand on devait faire la CEI, le premier parti qui s'est opposé, c'est le PDCI. Quand les jeunes devaient voter à 18 ans, le premier parti qui s'est opposé, c'est le PDCI. Quand on devait faire les trucs là, transparentes, les urnes transparentes, le premier parti qui s'est opposé, c'est le PDCI. Quand on devait faire le vote sur un seul bulletin, le premier parti qui s'est opposé, c'est le PDCI. Voilà. Donc, en ce moment-là, c'était pas bon. Et aujourd'hui, quand vous êtes dans l'opposition, c'est bon. C'est ce manque de cohérence-là qui fait que les jeunes n'aiment pas la politique. On vous a bien compris, professeur Banga. Aristide Ali, je voulais revenir sur Dr Ousmane, qui tout à l'heure a été un peu condescendant. Oui. Vous savez, quand nous sommes sur un plateau, vous ne savez pas ce que nous avons fait comme carrière. Vous ne connaissez pas mon âge, vous ne connaissez pas mon parcours. Vous ne pouvez pas dire qu'on tire le débat vers le bas. Et pour parler justement de sciences politiques, et vous dites que le RHDP est un parti libéral, je vais vous citer un auteur. Comme le PDCI, s'il vous plaît. Un libéral qui a commis une œuvre en 1971 qui s'appelle John Rawls, qui est un libéral américain, qui avait donné 3 principes d'une société juste, hein, pour parler de la justice sociale. Là, dans l'ordre, il avait dit, premièrement, la garantie de toutes les libertés de base pour chaque citoyen. Ensuite, l'égalité des chances et la conservation des seules inégalités qui a l'avantage des plus défavorisés. Et ce dernier principe veut dire quoi? C'est la discrimination positive. Et puis justement, on parle des inégalités. Les inégalités, ce n'est pas forcément la pauvreté. Quand on dit en France égalité, c'est quoi? Inégalité économique. On parle ici d'inégalité économique. Sociale. Ce n'est pas une inégalité sociale. sociale. S'il vous plaît. Non, vous parlez de quelle égalité? C'est marqué dans le rapport de Boudis que j'ai lu, inégalité économique. Égalité économique. Oui. Mais nous sommes dans quoi? Dans une dimension socio-économique. Non. Mais l'économie, elle influence quoi? Ce n'est pas la société? Alors, donc, je parle de justice sociale.
Quand vous parlez des pauvres, les pauvres, là, il est où? C'est pas dans la société? Si. Alors, il est dans l'économie? Vous parlez d'égalité économique. Je vous dis, les seules inégalités qu'il faut conserver, ce sont les inégalités qui a l'avantage des plus défavorisés. C'est ça la discrimination positive. Voilà. Très bien. Allez, alors, monsieur, on va marquer une courte pause et poursuivre cette émission juste après.